Dans les années 2000, du côté du show SmackDown, il y avait un personnage qui aimait dire qu'il était meilleur que nous et qu'il était l'athlète le mieux payé de l'émission. Est-ce que vous saviez que cet homme, qui deviendra plus tard le manager de Bobby Lashley, a presque passé 10 ans en prison avant de se lancer dans le divertissement sportif? On se retrouve sur Johnny Catch pour découvrir la vraie histoire de Montel Vontavious Porter, MVP pour les intimes. Vous apprendrez entre autres avec quel catcheur d'All Elite Wrestling il s'est réellement disputé, la maladie rare qu'il a, mais aussi pourquoi il devait cacher ses tatouages à la WWE, et même pour quel motif il a passé tout ce temps derrière les barreaux. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire différent des autres sur la chaîne, comme il y en a chaque semaine maintenant, mais soyez rassurés, les documentaires plus classiques arrivent à gogo tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la rédemption de MVP. C'est parti. En ce qui concerne la carrière de MVP, on peut considérer que tout est allé vraiment très vite, puisque après avoir passé du temps en prison, et ça on va parler dans le prochain chapitre, ne vous inquiétez pas, il a fait carrière dans le catch, et après avoir débuté en 2002, après une période d'entraînement aux côtés des catcheurs Solman, Alex G et Norman Smiley, il a travaillé dans plusieurs compagnies sur le circuit indépendant, sous le nom, tenez-vous bien, d'Antonio Banks. Des apparitions à Full Impact Pro, à Future of Wrestling, et au bout de 3 ans à peine dans le business, il était déjà repéré par la WWE, rendez-vous compte, comme quand même c'était signe d'une vraie progression de sa part. Il était envoyé du côté de la Deep South Wrestling, qui était l'équivalent du club école de la WWE ces années-là, un peu après l'Ohio Valley Wrestling et un peu avant NXT. Et là-bas, tout va aussi aller très vite. Alors là, tenez-vous bien, il a à peine passé 1 an sur ce territoire où la WWE formait ses prochaines superstars avant d'être déjà appelé du côté de SmackDown. Là-bas donc, dans le show bleu, il sera Montel Vontavious Porter MVP, ce qui est évidemment un jeu de mots. Vous êtes sûrement pas sans savoir que le MVP, notamment dans le basket en Amérique, c'est le Most Valuable Player, c'est-à-dire le meilleur joueur du match. Évidemment, c'est aussi pour ça que parfois vous le voyez faire ce geste comme s'il envoyait un ballon dans un panier. C'est une référence directe au basket. En tout cas, sachez que, justement, il était clairement un athlète, un personnage très arrogant, très imbu de lui-même. Et je dois dire que personnellement, je le trouvais vraiment excellent dans ce rôle. Il y était parfaitement à l'aise, très très bon au micro. Il avait commencé donc dans le show bleu en août 2006 dans une feud avec Kane. On peut noter quand même des rivalités après ça avec Chris Benoit et surtout avec Matt Hardy. Ça, c'est peut-être la storyline pour laquelle MVP est le plus connu. C'est tout simplement une compétition qu'il existait entre les deux hommes où ils essayaient de déterminer qui était le meilleur dans chaque domaine. Enfin, c'était surtout MVP, on va dire, qui cherchait à prouver qu'il était meilleur que Matt Hardy dans tous les univers qui pouvaient exister, que ce soit du basket, que ce soit les échecs, que ce soit même la dégustation de bière, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, MVP purement dans le ring aura quand même du succès dès sa première année dans le show bleu, puisque au show Judgment Day en 2007, il battait Chris Benoit et devenait champion des États-Unis, une ceinture intermédiaire qui en général signifie beaucoup, ça veut dire que la WWE considère que vous êtes prêt peut-être à porter la compagnie sur vos épaules, façon de parler, en tout cas à peut-être devenir champion WWE dans le futur, et c'est là donc à cette période-là qu'il aura ce grand programme excellent avec Matt Hardy. On peut relever quand même dans toute cette période-là qu'il a fait partie des adversaires du grand Ric Flair, peu de temps avant sa retraite. Vous savez, c'était la fameuse période où le Nature Boy, le 16 fois champion du monde, la légende, était menacé par la retraite à la moindre défaite, et MVP a failli être un de ceux-là, puisque au Royal Rumble 2008, à peine quelques mois avant le fameux dernier match de Ric Flair contre Shawn Michaels, il l'affrontait au Madison Square Garden, donc c'est pas rien, un sacré honneur pour MVP, qui par la suite sera dans le match Money in the Bank de l'échelle à WrestleMania 24, mais il ne parviendra pas à décrocher la mallette, justement à cause du revenant Matt Hardy. Il affrontera justement Matt Hardy au show Backlash quelques semaines plus tard, contre qui il perdra son titre des États-Unis, après un règne de quasiment 1 an, ce qui est une sacrée prouesse. Par la suite, on peut quand même considérer que dans le premier run de MVP à la WWE, ses heures de gloire étaient quand même passées, puisqu'il se considérera de plus en plus, on va dire pas apprécié à sa juste valeur à SmackDown, et notamment par la general manager de l'époque, une certaine Vicky Guerrero. Sachez aussi que pendant l'été,
il a quand même été assez important dans la grande histoire, vous savez, la grande quête en 2008 de Jeff Hardy. Vous savez, lui qui était peut-être le babyface le plus aimé des fans, qui était en pleine route pour devenir champion WWE pour la première fois fin 2008. Et pendant cette grande odyssée pour Jeff Hardy, on peut considérer qu'il y a eu l'étape MVP quand Jeff Hardy avait été un peu mis en veilleuse à cause de ses problèmes dans la vraie vie, notamment à sa consommation de drogue. Et on peut considérer que MVP à ce moment-là avait eu une vraie rivalité très personnelle où il mettait Hardy face à ses démons, face à son comté vraiment très irresponsable. Et c'était une feud très intéressante par ailleurs, ça avait mené à un match à SummerSlam que MVP avait gagné. Sinon, on peut quand même considérer qu'après ça, c'était vraiment une déchéance pour MVP malheureusement, parce que je le trouvais excellent, et notamment quand on voudra faire de lui un babyface, ce qui allait un peu avec ce grand renouveau qu'il y a eu vers 2009, aussi bien dans le côté PJ de la WWE qui était de plus en plus présent, et aussi le fait que pas mal de heels devenaient face. Un des exemples les plus marquants de ces années-là, c'est par exemple un Randy Orton qui n'était plus le heel incroyable qu'il était, par exemple, en 2009, et qui passera du côté des gentils, on va dire, en tout cas progressivement. Et pour MVP, tout comme pour Randy Orton d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne lui correspondait pas vraiment selon moi, en tout cas. Sachez que on le verra encore une fois dans le match Money in the Bank à WrestleMania 25, et par la suite, il sera drafté du côté de Raw, donc en 2009 toujours. Et sachez que il emmènera le titre des États-Unis avec lui là-bas quand même, c'était au moins ce qui lui restait de ses belles années, enfin du moins de sa belle période à SmackDown, mais il finira quand même par le perdre à peine quelques semaines après son transfert contre Kofi Kingston. Et c'est à partir de cette période-là qu'on peut considérer qu'il est vraiment devenu un face complet. Ça allait aussi de pair avec vraiment son dépush complet, puisque on peut rien relever de vraiment notable à part peut-être une participation au match à Survivor Series dans la team Mysterio, la team des Babyface contre la team Del Rio. Il était d'ailleurs le tout premier à être éliminé par Drew McIntyre, en l'occurrence comme un symbole d'un MVP qui à ce moment-là d'ailleurs avait une streak de la lose, c'est-à-dire que il enchaînait les défaites et ça devenait même une sorte de running gag à l'écran de voir MVP perdre et ne plus arriver du tout à gagner. D'ailleurs, ça mènera à un point où MVP lui-même demandera à être libéré de son contrat, et il finira par l'être en décembre 2010. Donc à ce moment-là, on pouvait se demander, et c'est quoi la suite pour MVP ? Est-ce qu'on le reverra ? Est-ce que sa carrière est terminée ? Alors, sachez que, malgré tout, il restera un peu dans le catch, Soyez rassurés, il ira à la New Japan Pro Wrestling, mais il prendra quand même un moment pour recharger ses batteries, pour prendre un peu une pause. On le verra quand même par la suite à la TLA, à la Major League Wrestling, à la Ring of Honor. Il réapparaîtra justement pour le 25e anniversaire de Monday Night Raw en 2018 à la WWE, mais c'est vraiment en janvier 2020 que sa carrière va avoir un second souffle. Et pourtant, ce second souffle n'était même pas censé arriver à la base, puisqu'à l'origine, il était simplement apparu pendant le Royal Rumble de 2020 en tant qu'entrée surprise, on va dire, et rapidement éliminé par Brock Lesnar par ailleurs. On le voyait le lendemain du côté de Monday Night Raw juste avoir un match contre Rey Mysterio, ce qui était surtout l'occasion pour MVP d'offrir un petit moment de nostalgie aux fans, et surtout de faire plaisir à son fils qui assistait au match. Et par la suite, donc, vu qu'il remerciait sur Instagram ses fans en laissant entendre qu'il prenait sa retraite, on ne s'attendait pas à le revoir. Et pourtant, pendant la route vers WrestleMania 36, il organisera ce qui était une des choses qui le caractérisait du côté de SmackDown notamment. C'était vraiment un des segments iconiques du show bleu, le VIP Lounge. En gros, c'est le talk show de MVP, sa propre émission, où il fait venir des catcheurs pour les interviewer, en général ses rivaux bien sûr, où il y a en général aussi un petit, ou un grand même, vigile près du ring, et des canapés, et tout un environnement qui fait très VIP justement. Il l'avait réorganisé des années plus tard, ce qui était génial, pour accueillir celui qui venait de gagner le Royal Rumble, Drew McIntyre. Alors MVP devenait complètement heel en insultant les fans pendant le segment, et il se fera attaquer par l'Écossais. Et sachez qu'à ce moment-là, en fait, il était même pas censé réapparaître du tout, mais que pourtant, il avait tellement impressionné Vince McMahon par ses performances qu'il est devenu, pendant une période, un producteur en coulisses, et tout en ayant quand même parfois des apparitions à l'écran. Mais ce qui va vraiment tout changer, c'est le jour où il va s'associer à Bobby Lashley. Alors rendez-vous compte que, à la base, donc, Bobby Lashley était encore avec Lana, vous savez, c'est notamment la fameuse storyline de Bobby
qui est avec Lana, alors que cette dernière était avec Rusev à l'origine, et que Rusev était le cocu de l'histoire, hein, le dindon de la farce. Mais justement, MVP était allé voir Bobby Lashley en lui disant « Mais qu'est-ce que tu deviens ? Comment tu peux te laisser tirer vers le bas comme ça par Lana ? C'est pas bon du tout. Viens, je te tire vers le haut. Viens, on devient des gars sérieux, des gars dominants. » Et ça se traduira concrètement par des résultats très 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 positifs pour eux. Alors sachez que par la suite, on verra donc MVP et Bobby Lashley tourner autour du titre des États-Unis, et ils formeront surtout ce qui marquera clairement, énormément, tout ce deuxième grand run de MVP à la WWE, le Hurt Business. À savoir un clan où il y avait donc Bobby, MVP, mais aussi Shelton Benjamin qui recruteront dans ce groupe, et il y aura même Cedric Alexander à un moment. Et clairement, ça symbolisait le gros renouveau dans sa carrière, et on peut considérer que l'aboutissement de tout ça, alors quand bien même il n'y avait plus vraiment le Hurt Business à cette période-là, c'est quand Bobby Lashley est devenu champion WWE pendant la route vers WrestleMania 37, avec MVP en tant que manager bien sûr, et qu'il a donc défendu sa ceinture à WrestleMania contre Drew McIntyre. Alors rendez-vous compte quand même que certes, c'était une période où il n'y avait pas le public, à part pour WrestleMania 37 et encore des quantités limitées, on va dire, mais rendez-vous compte que MVP était le manager du champion WWE qui l'accompagnait à tous ses matchs, qu'on le voyait donc dans les main events des shows, notamment du côté de Monday Night Raw, qu'il était d'ailleurs génial avec son costume, sa canne, ça vient d'une blessure à la base pour votre information, et c'était, je trouve, très divertissant. Bon, ça va durer quelques mois, jusqu'à ce que Bobby Lashley perde son titre WWE après le cash-in de la mallette Money in the Bank de Big E, même s'ils resteront quand même encore un peu ensemble, bien sûr. Mais on peut dire qu'après une dernière feud de premier plan contre Brock Lesnar, MVP et Bobby prendront des routes séparées, et notamment à travers la feud entre Omos et Bobby Lashley, eux qui s'affronteront à WrestleMania 38, une période où Bobby Lashley va se faire trahir par MVP justement, et où MVP va tenter de faire ce qu'il a réussi à apporter à Bobby Lashley, mais cette fois-ci à Omos, mais malheureusement sans grand succès. On peut relever par la suite à Omos qui avait certes affronté un Braun Strowman, mais qui ne sera jamais vraiment mis en avant, surtout sous Triple H qui deviendra le responsable créatif à partir de l'été 2022. Et c'est vrai que MVP semblait moins correspondre aux ambitions créatives et surtout à ce que Triple H préférait mettre en avant, et ça mènera en fin de compte à ce qu'en août 2024, le contrat d'MVP expire, et qu'il ne soit donc pas renouvelé, et qu'il quitte pour la deuxième fois la WWE. Or, sa carrière n'était pas terminée pour autant, puisque quelques semaines plus tard à peine, il fera ses débuts surprises à All Elite Wrestling, où il pourra reformer ce qui aura été peut-être un de ses plus gros succès dans le catch jusqu'à présent dans sa carrière, le Hurt Business, mais cette fois-ci sous le nom du Hurt Syndicate, ce qui était, en tout cas à l'automne 2024, très prometteur et semblait augurer de nouveaux succès à venir pour Montel Vontavious Porter. Mais quelle est sa vraie histoire? Quel est son vrai nom? Quel est ce fameux parcours qui le rend si spécial? Pourquoi peut-on parler de rédemption pour lui à travers sa carrière à la WWE? Vous saurez tout dans le prochain chapitre. Le vrai nom de Montel Vontavious Porter, c'est Alvin Burke Jr. Il est né le 28 octobre 1973, mais son nom, en tout cas dans le présent, c'est Hassan Hamid Assad, parce qu'il s'est converti à l'islam, et vous allez voir que son parcours est vraiment très spécial. Déjà, il est né à Liberty City en Floride, et à la base, il semblait plutôt se diriger vers un destin assez tragique et triste dans la délinquance. Mais bon, avant de parler de ça, attardons-nous un peu sur quelques petites anecdotes qui concernent purement ce qui s'est passé à la WWE. Sachez qu'un beau jour, c'est quand même amusant, il avait un match où il était avec, il y avait notamment le Great Khali et l'Undertaker, et alors que l'Undertaker avait fait un chokeslam à MVP, sachez que, alors, un symbole, on va dire, des problèmes dans le ring de l'Indien, que le Great Khali devait venir briser le compte avant que MVP soit éventuellement compté jusqu'à 3 à cause de ce chokeslam d'MVP, mais que Khali ne l'avait pas fait, et que c'est pour ça que MVP, un peu à la surprise générale, s'était sorti du chokeslam, parce que Taker lui avait dit de se dégager de la prise, parce que Khali était à l'ouest. Enfin bon, c'était une petite anecdote amusante. Sachez aussi que, même si il était parti de la WWE, fin 2010, que pour autant c'était pas du tout un mauvais terme, parce que Vince McMahon lui avait dit qu'il le voudrait à nouveau dans sa compagnie dans le futur, ils restent donc bons amis.
en se promettant de retravailler ensemble un jour, ce qui était quand même un signe d'un MVP qui n'avait pas déçu le management, qui n'a pas du tout été décevant pour un Vince McMahon, au contraire, que c'est juste un MVP qui avait peut-être besoin d'autre chose, ou qui était peut-être simplement pas utilisé de la meilleure façon possible. En tout cas, sachez que même un catcheur de premier plan comme Batista accordait quand même pas mal de respect à un MVP, puisque au moment où il s'était affronté dans une courte rivalité, Batista et MVP, ça c'est en 2008, une fois, Batista devait battre MVP de manière clean, vous savez, en gros le battre de façon incontestable, sans la moindre controverse, mais c'est Batista qui s'était opposé à ça, en considérant que ça allait nuire au personnage de MVP. Donc quand même un beau signe de respect de la part de l'animal envers MVP, qui lui, au moment où il est arrivé dans le catch, avait surtout le rêve de travailler au Japon. Et d'ailleurs, quand il a demandé d'être libéré de son contrat, c'était notamment pour pouvoir aller travailler au pays du soleil levant. Et sachez que l'officiel John Laurinaitis, qui se retrouvera dans la panade des années plus tard pour d'autres raisons, s'était servi de ses connexions à la New Japan Pro Wrestling pour aider MVP à travailler pour cette compagnie. En tout cas, ce qui caractérise vraiment le plus en sa vie, c'est le fait qu'il a fait de la prison. Donc sachez que, avant d'arriver dans le catch, il a tout simplement passé 9 ans et demi derrière les barreaux. Alors à la base, il avait une peine de 18 ans et demi qui a donc été réduite. Et pour quel motif du coup ? Tout simplement pour braquage et kidnapping. Donc quand il avait à peine 16 ans, il était encore tout jeune, il s'est retrouvé donc dans la panade lui aussi, après donc un braquage où il était armé. Sachez que son père, qui travaillait d'ailleurs dans les forces de l'ordre, l'avait convaincu de se rendre, et il a commencé sa peine donc à l'âge de 16 ans, et il a passé donc des années en prison, mais ça a été l'occasion pour lui de se réinventer totalement, de changer, et de devenir un peu un nouvel homme. En tout cas, sachez que c'est aussi à noter, à partir du moment où il a été à la WWE, qu'un beau jour, on lui a découvert une maladie très rare, alors que tout ça se passait au moment où on faisait des tests anti-drogue à la WWE. D'ailleurs, un test anti-drogue que MVP n'avait pas pris au sérieux quand il l'avait fait, ce qui avait un peu énervé les officiels, parce que c'est quelque chose avec quoi la WWE ne rigolait certainement pas, mais MVP en riait quand même un peu. Et sachez justement qu'en août 2007, on lui avait découvert le syndrome de Wolff-Parkinson-White, ce qui est une maladie rare qui cause en gros le battement beaucoup plus rapide qu'à la normale du cœur. Donc finalement, heureusement qu'il a quand même fait ce test, et que ça a quand même été pris au sérieux. Sachez aussi qu'en ce qui concerne MVP, c'est à noter qu'au moment où il était donc dans son premier run à la WWE, et même quand il a catché à quelques reprises dans le deuxième, qu'il devait tout le temps mettre une sorte de combinaison qui lui recouvrait tout le corps, et c'était surtout en réalité parce qu'il devait cacher ses tatouages, qui, aux yeux de la WWE, pouvait peut-être attirer une attention pas vraiment voulue, comme par exemple le portrait de Malcolm X qu'il a sur le torse. Il a aussi le sarcophage du roi Tut, des pyramides. Il a aussi alors ça, c'est purement pour son parcours à lui, tout comme le reste. Tout ça, c'est des tatouages qui ont une résonance personnelle pour lui. L'expression Monte Cristo, ça, vous savez, ça vient du fameux conte de Monte Cristo, avec la phrase « The best revenge is living well ». En gros, la meilleure vengeance, c'est de bien vivre et d'être heureux. Et donc, un livre qui l'a donc beaucoup marqué. Il avait aussi l'œil d'Horus sur son bras, une étoile sur son épaule, et il a aussi plusieurs tatouages qui sont liés à son passé dans les gangs, quand il était adolescent, ce qui lui a valu donc ce séjour en prison. Sachez qu'en ce qui concerne la personnalité de MVP, faut savoir qu'il était un fan de jeux vidéo en grandissant, et que le finisher qu'il a utilisé sur le circuit indépendant, qui s'appelle le Malicious Intent, vient tout simplement d'une prise qu'il avait vue dans le jeu vidéo Tekken, qu'il adorait, du personnage Eddie Gordo. Sinon, c'est à noter qu'il aime aussi bien le foot, il est fan du club Manchester United depuis l'âge de 13 ans, avec Eric Cantona qui est son joueur préféré. Sachez que donc il y a eu cette conversion à l'islam, il se considère comme, en tout cas dans le passé, avant de se convertir à cette religion, comme quelqu'un qui était athée, et on va dire que ça a changé sa vie, clairement. Sachez aussi qu'il pratique le jiu-jitsu brésilien de plutôt haut niveau, puisqu'il a même une ceinture violette. Et bref, en tout cas, sachez qu'on l'avait notamment vu dans des images qui étaient très touchantes en 2019, quand Kofi Kingston était devenu champion WWE à WrestleMania 35, ce qui était un moment historique.
Et ça, sachez quand même dans une scène vraiment très belle, il assistait donc au match dans un bar avec son ancien collègue de la WWE, le regretté Shad Gaspard, et on le voyait le prendre dans ses bras et être très ému. Et c'est là qu'on se rendait compte à quel point MVP avait quand même une connexion très forte avec plein de catcheurs, hein, au moment de son run à la WWE, en l'occurrence Shad Gaspard et Kofi Kingston, et à quel point cette victoire de Kofi Kingston symbolisait beaucoup pour la communauté des Afro-Américains. En tout cas, sachez que un catcheur avec qui par contre il a eu quelques problèmes, c'est Chris Jericho. Et justement, ça avait posé question, en gros au moment où il est arrivé à l'AEW, là où est aussi Chris Jericho, si après une altercation physique qu'ils avaient eue en 2020, et aussi une autre à un hôtel en mai 2022, si ils allaient réussir à enterrer la hache de guerre. Mais sachez qu'a priori, dès son arrivée à l'Elite Wrestling, MVP a été allé dans la loge de Jericho pour en parler directement, et ils ont fini par aller de l'avant et par se réconcilier. En tout cas, sachez que, à la base, finalement, ce run de MVP en tant que manager du Hurt Business et de Bobby Lashley, qu'il a vu vraiment briller dans ce rôle où il mettait en avant énormément, donc Bobby Lashley, et franchement ça avait fait le plus grand bien à la carrière de Bobby Lashley. Sachez que tout ça est un petit miracle, parce qu'à l'origine, c'est Vince McMahon qui, en le voyant pour son retour, s'est dit « mais je veux plus de MVP à la télévision, il faut se servir davantage de lui », et heureusement que ça a eu lieu, parce que ça a permis à MVP de définitivement, on va dire, ajouter une dernière belle note à tout son parcours à la WWE, qui clairement mérite le respect, parce que MVP était, sans l'ombre d'un doute, un des catcheurs assez sous-estimés, mais quand même divertissants, des années 2000 à la WWE. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur MVP. Comme on a pu le voir, son parcours dans le catch est une vraie rédemption, après plusieurs années en prison, un parcours où il a su briller autant comme un heel arrogant qu'en tant que manager à succès, on va dire. Et j'ai un débat pour vous, est-ce que vous trouvez, vous aussi, que MVP est un des personnages les plus sous-estimés du divertissement sportif? Venez en parler dans les commentaires, je me demande ce que vous en pensez. En tout cas, vous le savez, on se retrouve chaque semaine pour un documentaire concept sur une superstar actuelle ou non. Alors dites-moi sur qui vous avez envie de voir une vidéo prochainement. Ce sera intéressant de voir qui suscite votre intérêt en ce moment et de partager nos ressentis, parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un documentaire sur un personnage extraordinaire comme l'Undertaker, cette playlist est faite pour vous. Ou sinon, allez ici pour découvrir plein de controverses et coulisses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour voir d'autres vidéos. A tout de suite. Acknowledge me!